un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Bonjour chers téléspectateurs, je suis Charlie Aloma, nous sommes dans Carrefour. Je vous salue encore une fois de partout où vous nous suivez, donc dans toute l'étendue de la RDC, voire même dans toute l'étendue de l'Afrique. Encore une fois, bonjour, Jambo, hello à chacun de vous, donc de partout où vous nous suivez. Nous sommes votre émission matinale favorite, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Et donc évidemment nous avons une grande pensée pour toutes les familles qui ont perdu donc, des proches, voire même toutes les familles qui ont été éradiquées donc, par ces grosses et ces énormes pluies qui ont eu lieu donc, il y a 2 jours, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, je nous conseillerais vraiment de nous protéger parce que il a été annoncé qu'il y aura plusieurs donc, fortes pluies en ce mois d'avril. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous. De grosses pensées, de grosses condoléances à toutes ces personnes donc, qui ont perdu des proches donc, dans ces pluies. Et nous souhaitons évidemment de bons rétablissements aux blessés ou voire même aux maisons qui ont été donc, saccagées à cause de ces fortes pluies. Ce n'est jamais vraiment évident. Au lieu de toujours chercher donc de rejeter la faute à X ou à Y, faisons simplement la part des choses entre nous aussi en tant que citoyens. Et donc, histoire d'avancer. Justement, nous allons discuter autour de tout cela aujourd'hui. J'ai concocté pour nous un sujet qui est assez, donc, toujours aussi pertinent. On va discuter de cela ensemble avec mes 2 invités en attendant que le 3e arrive. Mais évidemment, il est en chemin. On va donc discuter autour de cela. Le sujet que je nous ai concocté ce matin, c'est Kinshasa englouti. Donc, Kinshasa, qu'est-ce que je disais? Capitale engloutie. On va discuter autour de cela. On va voir ensemble donc, les petits dessous entre infrastructures, entre donc architecture aussi, mais aussi insalubrité et toutes ces choses. On va discuter autour de cela. Restez branchés avec nous. Numéro Nabiso Izana, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, évidemment beaucoup mais Nabiso, pas d'appel s'il vous plaît, mais écrivez-nous, nous serons là pour donc pour vous répondre. Pas plus tard, nous allons donc rapidement enchaîner. Je vais accueillir avec nous les invités que j'ai préparés pour vous. Je vais commencer par ma droite. Bonjour Jardin. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien, merci. J'espère que vous aussi. Magnifique. Alors, en quelques mots, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Où est-ce qu'on te retrouve? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bonjour, moi c'est Jardin Mokili. Je suis électricien, étudiant à l'ISTA Kinshasa. Je reste à la commune de Lima. Je suis là à présent devant vous pour pouvoir chercher à présenter sur les différents thèmes qui ont été abordés aujourd'hui. J'espère pouvoir ajouter la pierre à l'édifice. Magnifique, merci comme présentation, c'était très beau. Et celui qui est en face de toi, bonjour. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Très bien, et toi? Magnifique. Et toi aussi, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Bonjour tout le monde, moi c'est Michel-Ange Matabaro, étudiant en architecture, créateur de contenu sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez taper Michel-Ange Matabaro sur les réseaux, vous m'y trouverez. Et je suis architecte stagiaire dans le cabinet d'architecture L'Architecte et aussi community manager pour un restaurant et d'autres choses à côté. Magnifique, on va évidemment taire le nom du restaurant. Hein? Oui, on va taire le nom du restaurant. Pas de souci. Alors notre thème va s'afficher donc juste en dessous. Le temps que notre thème donc s'affiche, Kinshasa, capitale engloutie. On va discuter autour de tout cela, autour de ce désastre qui a été annoncé. Je vais commencer par toi, Jordan. Alors, qu'est-ce que, selon ces dernières inondations, ces dernières pluies, l'état actuel de Kinshasa, qu'est-ce que tu en dis par rapport à tout ça? C'est quoi ton mot? Alors, par rapport à l'état actuel de Kinshasa, je dirais que c'est un état d'alerte parce que c'est une situation qui aggrave beaucoup de familles. Donc, beaucoup de familles sont dans l'état où ils ne peuvent pas pouvoir s'en sortir. D'ailleurs, justement, on peut bien le constater que l'état a été tellement catastrophique au point que beaucoup ont même perdu la vie. Je pense à mon avis que c'est une situation auquel on ne peut pas le prendre à la légère. On doit mettre toute notre concentration, notre volonté, notre dynamisme à pouvoir chercher à trouver le pourquoi et de solutions, pour pouvoir chercher à pallier à cela. J'ai l'impression que toi, tu n'es pas vraiment trop pro l'État, hein, parce que comment tu as commencé directement contre eux, tu n'es pas forcément... Exactement, parce que je pense que c'est à prendre en tout cas à pas la légère. Vraiment, merci beaucoup à toi. Et qu'est-ce que tu en dis, toi, Michel-Ange? Je suis du même avis que mon ami. Pour moi, Kinshasa est au point de perdre son titre de capitale. Ok, Carrément. Ville. On est sur le point de perdre ces titres-là. Ok. Parce que on n'est pas prêt
on n'a jamais été prêt à affronter ces genres de pluie. Et les pires restent encore à venir. C'est pas la première fois qu'on affronte une catastrophe comme ça. On a des érosions à Mongafula, des inondations à Selemba ou ailleurs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a jamais été prêt à affronter ces genres de catastrophes. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on se rend compte. On voit comment l'État a mal géré ce qui s'est passé. On ne sait pas si on est prêt à se relever de ça. Et ce genre de catastrophes arrivent partout dans le monde. Une catastrophe naturelle arrive. On va condamner personne, c'est la faute à personne, la nature elle est comme ça. Mais le problème c'est comment on gère après. Comment on arrive à se relever après tout ça. Et c'est le grand Il y a un motard avec qui je discutais dernièrement qui m'a dit il y a dernièrement eu une érosion grave qui s'est passée en Espagne, je pense, à Valence. Ça a causé pas mal de morts et tout ça. Il y a eu même des reports de certains matchs. Il m'a dit que si c'était à Kinshasa qu'il y avait eu cette érosion, on aurait pu rayer Kinshasa de la carte carrément. Parce que comme tu dis, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est vraiment pas On n'a prêt. jamais été prêt. Mais justement, j'aimerais te poser la question. Pourquoi dis-tu qu'on n'est pas prêt? C'est question de quoi? De construction ou de surface de construire, justement? Bon, tout le monde a son rôle à jouer dans ça. Ok. Mais pas au même niveau. Chacun ses responsabilités, mais pas au même niveau. L'État ses responsabilités, les administrations, et puis la population elle-même. L'État a la plus grande part de responsabilité. L'État n'a jamais prévu des plans de secours. Ses administrations, on ne sait pas comment ça marche. Comment les permis de construire sont donnés aux entreprises, aux privés qui veulent construire. Ils construisent n'importe comment, n'importe où c'est pas censé être construit. On construit. Même les privés, les politiques eux-mêmes et les particuliers construisent n'importe comment. On ne sait pas à qui octroie ces permis de construire. Et au niveau personnel, la population elle-même aussi a son rôle à jouer. La salubrité, c'est catastrophique dans ces pays. La gestion des déchets est catastrophique. Bon, ce n'est pas l'État qui va venir t'apprendre chez toi comment traiter tes déchets. Oui. Déjà chez toi, tu dois savoir comment tu traites tes déchets avant d'aller à une échelle plus grande. Donc tout le monde a sa part de responsabilité. Merci à toi, donc Michel-Ange. Jardin, dis-moi, est-ce qu'on peut parler de catastrophe naturelle ou est-ce qu'on peut parler de négligence plutôt de certains humains? Parce que si je dois dire quelque chose, c'est que, comme Michel-Ange venait de le dire, on n'est pas forcément prêt. Donc, on n'a pas été prêt à ça. Donc, on peut dire que c'est une catastrophe naturelle ou que c'est des négligences humaines? Eh bien, je pense à mon avis que quand on dit qu'on n'est pas prêt par rapport à s'attendre à pouvoir avoir ces différentes états de lieu, à mon avis, je pense que c'est aussi une manière de pouvoir dire que c'est une catastrophe naturelle. Ok. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas prêt à pouvoir affronter une chose, ok, et que cette chose s'abat automatiquement sur vous, si vous n'avez pas pris les différentes précautions préalables pour pouvoir chercher à pouvoir affronter ces éventualités, alors bien sûr on peut dire que c'est une catastrophe naturelle, parce que cela est apparu, cela bien sûr on peut l'apercevoir, a causé beaucoup de décès, beaucoup de morts. Il y a en compatie avec les familles qui ont été victimes par rapport à cela. Eh bien, ça s'abat, on n'a pas été prêt. Ça a été d'une manière naturelle, bien entendu, parce qu'on n'a pas pris les différentes précautions à cet événement-là. Donc je pense à mon avis que exactement, c'est une catastrophe qui est naturelle, à la nature bien évidemment, qui s'est abattue sur nous. Merci beaucoup à toi. On va accueillir évidemment celui qui vient de venir, le grand, lui-même l'incomparable. Bonjour Moussa, comment ça va? Bien, ça va très bien, mon cher frère. Alors, on est en train de discuter donc sur ce sujet, Kinshasa, capitale engloutie. Évidemment, on parle un peu de cette catastrophe qui a eu lieu donc dernièrement. Je vais aussi vous poser la question, comme j'ai posé à chacun de nos invités. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces fortes pluies? C'est quoi votre observation par rapport à tout ça? Déjà, ce n'est pas la première fois que la pluie puisse s'abattre sur la ville de Kinshasa. Et ce n'est pas aussi la première catastrophe, parce qu'on en a connu autant. Vous savez, il y a eu au niveau de Kintsuka, où l'eau a fait son travail. Nous avons vu également au niveau de Kingabwa, où c'était presque la même chose. Les gens ont fait près de 2-3 mois sous les eaux. Okay. Et aussi au niveau de Ndanou, à 17e mairie, toujours limité. Et c'est vraiment récurrent dans ce sens-là que la pluie, lorsqu'elle s'abat de cette manière, surtout de pluie torrentielle et diluvienne, on arrive à ce genre de constat.
Il y a même un certain moment, les gens se posaient de questions. Lorsque, après la pluie, on se pose la question, Binokuna Bobozini Ndengenini. C'est un peu ça. Donc, alors, peut-être parce que cette dernière a causé autant de morts et a eu au moins une telle ampleur parce que le média se sont invités et avec la montée aussi de la technologie WhatsApp et ainsi de suite, des vidéos ont circulé, ce qui a donné plus de teneur dans cette situation. Mais ce n'est pas la première à Kinshasa malheureusement et on ne peut pas dire qu'on n'était pas averti. Ok. Parce que il y a l'agence qui est censée gérer ou soit observer la météo, Metalsat. Metalsat. Alors, elle avait prévenu au mois de février qu'il y aura des pluies, il y aura de fortes pluies. Alors, c'est-à-dire, c'est un organe technique qui n'agit pas. Donc, cet organe vous signifie tout simplement qu'il y aura telle situation dans telle période. Alors, il revenait maintenant aux politiques de prendre des dispositions qui s'imposaient, soit anticiper, soit prendre des dispositions pour stopper ou affaiblir les chocs. D'où je me dis, si ce n'est pas forcément la première fois, donc est-ce qu'on a vraiment appelé ça une catastrophe naturelle ou de la négligence humaine? Même autant de fois, la catastrophe peut arriver. Okay. Parce que nous sommes dans un pays aussi, une partie est sismique. C'est-à-dire au niveau des Sud Kivu à Bukavu, il y a les séismes qui s'abattent. Alors, nous sommes aussi avec le volcan Nyiragongo. C'est-à-dire, vous avez vu comment la lave a fait des dégâts. Donc, vous n'allez pas dire que parce qu'il y a eu une catastrophe naturelle à pluie, c'est catastrophe naturelle parce que ce n'est pas l'homme qui a occasionné que cette pluie soit abattue de cette manière-là et surtout de cette intensité. C'est la catastrophe naturelle qu'on ne peut peut-être pas aussi éviter parce qu'une catastrophe naturelle n'est pas évitable. Donc c'est toujours on peut. C'est la nature. C'est la nature. Maintenant il y a des dispositions à prendre parce que dans tout le pays il y a des situations catastrophiques. Nous avons vu au Japon le séisme et nous avons vu dans certains pays, en Birmanie dernièrement, ici avec le séisme, avec la magnitude 7. Il y a eu autant de morts. Aujourd'hui, on compte même plus de 3000 morts et avec des interventions et ainsi de suite. Il y a eu partout, il y a eu la tsunami en Philippines. Et tout simplement, de l'autre côté, parce qu'on se pose la question, est-ce que c'est un problème qui est lié à l'environnement ou au climat? Parce que déjà, les climatologues disent que non, ce n'est pas lié au climat. C'est tout simplement que la pluie s'est abattue de la manière dont elle s'abat, mais elle a trouvé des dispositifs qui ne l'ont pas permis de faire son chemin. Parce que lorsque vous avez bloqué certains endroits pour que vous bénéficiez, pour bien Otonginda kunayo bloqué place canalisation maezalaki et puis usage pe ba congolais kinois que nous sommes aux poubelles nayo OK au déverser na kati ya caniveau et ainsi de suite ba rivière nyoso zotonda et tout ça bon on se dit bon etalinga été parce que yona noté directement. Alors ce que vous causez d'un endroit vous causez que sopi ba ordure nayo il y aura des conséquences, c'est pas bandeko na yo o ba fanda ka place yo boaki wana peut-être pas na o lingeza propre pas batu mususu ndo lingeza la bongo mais ce sont tes frères et sœurs au autant mususu besoin à partir et malheureusement on est dans cette situation. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Dis-moi un peu Michel-Ange, est-ce que tu penses que Kin est politiquement donc prêt dans un terrain par exemple urbanisme pour donc accueillir non seulement toutes ces pluies, mais aussi dans le domaine de la construction? Est-ce que tu penses que Kin est vraiment prêt pour tout ça? Théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Mais pratiquement, concrètement, il n'y a pas de politique d'urbanisme. Parce que on a un institut, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. On forme des architectes, on forme des urbanistes. Chaque année, il y a des centaines de diplômés en architecture, en urbanisme. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont de la matière en tête. Ils ont des plans de développement pour la ville. Mais tous ces plans, ils vont où? Ils proposent des plans. Je vois à chaque fois, il y a l'urbaniste Fiston Ilangui. Ilangui qui passe à la radio, qui passe à la télé pour essayer de, comment dire,
de vulgariser les métiers d'urbanisme, de prévenir les gens par rapport à la gestion de notre ville. Mais qu'est-ce qui s'est fait concrètement? Il n'y a rien qui s'est fait. Il y a des plans d'urbanisme qui existent. Kinshasa a été conçu pour une centaine de milliers de personnes à la base. Ok. Mais aujourd'hui, on est plus de 15 millions de personnes. La ville va gérer les déchets, va gérer l'évacuation des eaux, comme elle les faisait pour les 100 000 C'est 100 personnes, 000. Mhm. vu qu'aujourd'hui on a 15 000, plus de 15 millions. Donc, l'État doit écouter les urbanistes, où les décisions se prennent, au niveau étatique, je ne sais pas comment le dire. Mhm, mhm. Les architectes et les urbanistes doivent être invités à la table. Des décisions. Il y a quelqu'un, par exemple, qui nous suit et qui se dit, mais quelqu'un va terme architecte, Oui, urbaniste, quelle est la différence ou quelle est la nuance entre les deux? C'est ça le problème de la vulgarisation aussi. Ok. Les gens entendent juste, ils ne savent pas si c'est quoi. Ouais. L'urbaniste planifie les villes, Ok. planifie tout ce qui est ville. Et l'architecte, c'est plus au niveau des bâtiments, niveau humain de l'individu. Et l'urbaniste, c'est au niveau de la ville. Ok. C'est ça la plus grande différence. Et tout ce qui est tracé de routes, chemin des eaux, les circulations, c'est l'urbaniste qui s'en occupe. Donc l'urbaniste joue un rôle très important dans tout ce qui est ville. Disons que c'est l'urbaniste qui ouvre la voie à l'architecte pour lui Voilà. dire là tu peux, là tu ne peux pas. Là tu peux construire, là tu ne peux pas construire. Ici on garde ça pour des zones vertes. Là ce sont des zones où il y aura des écoles, des églises, des hôpitaux. Ici on aura des entreprises. Et là des habitats, des maisons. Et c'est comme ça qu'une ville doit être structurée. Mais aujourd'hui, Kinshasa est construit en désordre. Les gens construisent en désordre sans pour autant faire appel à des architectes. Certains font appel à des architectes qui ont des permis de construire. On ne sait pas où est-ce qu'ils prennent ces permis de construire. Tu construis sur une rive où ce n'est pas censé être construit. Et quand il y a une catastrophe qui arrive, tu vas te plaindre à l'État. Donc on dirait Tu qu'il y aurais a... dû te renseigner. Tu aurais dû te renseigner, savoir que où tu construis, on ne peut pas construire là-bas. Et l'État, son rôle, c'est de réglementer tout ça. Mais aujourd'hui, avec la corruption, les permis de construire sont octroyés n'importe comment. Sont octroyés n'importe comment à n'importe qui. Des chantiers poussent chaque jour. On voit des villas, des cités Construits dans des endroits. n'importe comment. Et c'est aujourd'hui qu'ils vont dire non, on doit détruire ces bâtiments, parce que c'est ce qui cause ça. Pas sérieux du tout. Mais vos propres biens, vous, personne de l'État, vos propres biens aussi. Et on parle de l'église Shekinah, hein? Yeah. Faut marteler là-dessus parce que c'était Apparemment, n'importe l'église doit être détruite. C'était n'importe quoi. Mais si aujourd'hui ils décident de détruire l'église Shekinah, c'est pas le seul bâtiment qui pose des problèmes. Exactement. Sur la rivière Gombe, Mhm. on a l'Institut français, Empire, Ok. des biens de certaines personnes politiques Ok. qui doivent normalement être détruits. Parce que eux aussi ont construit dans des zones où on n'est pas Il ne censé fallait pas. construire. Yeah. Voilà. On va revenir là-dessus. Jardam Dumont, en tant qu'électricien, quels sont donc les risques, donc disons électriques, liés un peu à toutes ces inondations et à toutes ces choses? Alors déjà, il faut savoir que par rapport à l'électricité, il s'agit d'un point qui est très crucial. Parce que figurez-vous que l'électricité, bien sûr, par rapport à ces inondations, d'abord si on prend le domaine du bâtiment, concernant le bâtiment par rapport à l'électricité, les maisons qu'ils ont coulées là, ils ont forcément été alimentées par du courant électrique. Yeah. Et quand on prend du courant électrique, certainement, c'est un truc, bien sûr, d'une manière vulgaire que les gens peuvent prendre à la légère. Mais croyez-moi que par rapport à cela, juste concernant cette alimentation-là qui a été effectuée, il faut savoir que beaucoup peuvent bel et bien survivre. Okay. Prenons un cas d'exemple, que si par exemple, par rapport à cette catastrophe qui est arrivée, qui s'est abattue, bien sûr, les maisons étaient alimentées par le courant. Bien sûr, ici, en RDC, la SNEL, par rapport à cette situation-là, aurait pu prendre aussi des précautions. J'ai entendu parler de certains côtés, par mes connaissances, qu'il y a des ceux-là qui ont perdu la vie juste par l'électrification. Parce que il y a cette inondation, on peut dire. La SNEL, si au préalable, quand il y a eu cette catastrophe, prenait la peine de pouvoir, des solutions pour pouvoir interrompre le courant électrique, et ben je pense qu'il y aura des vies qui auraient pu être sauvées parce que le courant électrique est un conducteur aussi. L'eau est un conducteur. Quand le courant reste en collision avec le courant électrique, automatiquement ça va se disperser dans les environs. Eh bien, il y a des vies humaines qui sont là. Il y a des enfants qui sont là. Celles qui cherchent à pouvoir survivre, à pouvoir escalader justement sur les maisons.
Mais la peine qu'il peut chercher à pouvoir escalader, monter sur le mur, chercher à survivre en quelque sorte, et bah, le courant est là. Et le courant n'épargne personne. Il n'épargne personne. Et je pense même que ça va encore créer plus de dégâts parce qu'il faudrait arranger encore ce courant qui a été... Exactement, parce que le courant doit être maintenu, doit être arrangé. Parce que ce qui est arrivé là, il y a des zones où actuellement ils sont dans le nord total. Je pense que Pour un bon moment. ça peut encore perdurer encore un bon moment parce que la SNED, je pense aussi à mon avis, ils doivent s'impliquer à cela. Dès que je pense que la situation sera un peu maîtrisable, sera un peu revenu, je dirais, à peu près dans le droit à la norme, je pense qu'ils doivent chercher à mettre de l'urgence pour pouvoir aller réparer cette situation-là. J'ai suivi une vidéo du pasteur Bondo, celui de la Borne, qui disait quelque chose de très intéressant. Il dit Kinshasa a été construit par exemple pour 2 gratte-ciels et le courant devait alimenter les 2 gratte-ciels. Mais quand on se retourne vers certaines contrées, on voit qu'il y en a 15 autres plus. La distribution du courant se fait comment? C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait par exemple beaucoup de délestage dans certains coins. On priorise certains gratte-ciels par rapport à d'autres quartiers. C'est justement ça, par rapport à ce que vous dites, c'est justement là d'où vient le terme délestage. On doit délester une zone pour alimenter une autre zone. Okay. Je vais prendre un cas de figure. Supposons que dans un quartier, nous avons par exemple 10 maisons. Alors, l'entreprise qui alimente ces quartiers va prévoir un transformateur électrique qui va pouvoir alimenter ces quartiers-là. Ce quartier a été prévu, disons, en 2010, a été prévu pour 10 maisons. Et que, arrivé à 2015, à 2020, on constate que ces quartiers a pu augmenter, disons, de 10%, de 30%. On voit que les habitants se sont agrandis, il y a plus de maisons qu'auparavant. Et donc, forcément, la SNEL doit encore pouvoir alimenter toutes ces maisons. Il ne peut pas rester dans le noir. Donc, automatiquement, il y a ce qu'on appelle une demande excessive au niveau du transformateur. Donc, cette demande-là, le transformateur a un taux qui peut le supporter. Si le taux va au-delà, le transformateur risque d'être condamné, risque d'être brûlé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir éviter ça? C'est justement là où vient le terme de délestage, c'est là qu'il va intervenir. On va pouvoir chercher à mettre scindé en 2 groupes, par exemple. Il y a ce côté qui peut être alimenté par le même transformateur pour 3 jours, par exemple. L'autre côté peuvent aussi être alimentés pour les 3 jours. Et chacun peut avoir un jour de délestage entre eux. Ok, vous allez avoir le courant le lundi, mardi, le mercredi vous serez en pause. Okay. Et l'autre côté là-bas, ils vont avoir le courant par exemple le jeudi, le vendredi, le samedi seront en pause. Et cela va être conduit de manière progressivement juste comme ça. On va se demander si c'est juste ou pas. On a l'impression qu'entre urbanistes, architectes et électriciens, donc il y a vraiment une sorte de désordre entre eux. Vous construisez là, il ne faut pas construire, donc on doit encore vous alimenter. Et je pense que même ceux qui construisent ne prennent même pas en compte que non seulement Zono non construit exactement, mais il faudrait encore que le courant alimente. Et il y a encore la régie des eaux encore. C'est une catastrophe. Avant de revenir vers Mbouta Moussa pour le changement climatique, je me tourne vers toi, Michel-Ange. Est-ce que si on doit faire une liste ou plutôt ou citer, énumérer 2 ou 3 choses, ce serait quoi les principaux facteurs qui font en sorte que Kinshasa soit vulnérable à ces inondations? Au-delà du fait qu'il y a des gens qui construisent n'importe comment. Bon, déjà, à part la construction anarchique, on a l'État qui doit s'occuper d'organiser tout ce qui est gestion des déchets, écoulement des eaux. Les voies doivent être tracées pour l'évacuation des eaux. Parce que quand l'eau arrive comme ça, elle doit chercher Place Yaboleka. Place Yaboleka. On n'arrête pas l'eau. Et quand l'eau arrive, trouve que son schéma habituel a été obstrué, il va chercher à passer quelque part d'autre. Il va passer chez toi à la maison. Et c'est ça le rôle de l'architecte aussi. En architecture, quand on construit, on est censé construire au-dessus du niveau de l'avenue. Peu importe comment l'eau va s'écouler sur l'avenue, vous serez en sécurité au-dessus du niveau de l'avenue. Okay. Mais quand vous construisez n'importe comment, vous n'appelez pas un architecte. Vous allez chercher un maçon du coin, un vieux du coin qui a déjà construit, il va construire pour vous, il va vous mettre en dessous du niveau de l'avenue. Quand l'eau va arriver, elle va s'abattre chez vous. Et si vous n'avez pas prévu d'évacuation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va détruire les murs, aller chez le voisin. Chez le voisin, ça fait la même catastrophe. Donc si on doit réglementer tout ça, l'État doit s'occuper de ça. L'individu lui-même, chez lui à la maison, prévoir des puits de rétention d'eau, des puits de rétention d'eau, comme ça au moins, au lieu que tout l'eau puisse passer chez toi, détruire ton mur, aller chez le voisin, il y a une quantité qui sera retenue dans un puits
et être évacué. Et puis surtout, prévoir des espaces verts. Chez vous, à la maison, prévoyez des espaces verts, ça favorise l'infiltration des eaux au sol. Dans nos villes, Il n'y a plus des espaces verts dans les maisons. on a plus de, tout le monde cherche à paver sa maison. C'est une dinguerie. Je vais bétonner ma maison, comme ça j'ai plus de parking. Ok. Ma maison elle est jolie, mais c'est grave, c'est catastrophique. Parce que l'eau a besoin de s'infiltrer au sol. Quand vous prévoyez des espaces verts, les racines aident l'eau à s'infiltrer au sol. Et pas seulement chez vous à la maison, que ce soit dans les églises, dans les écoles, dans les universités et même dans la ville. Comme on a fait à Limité, ça ne doit pas s'arrêter à Limité parce que Limité c'est propre, c'est beau. Et des autorités qui passent là-bas, ils doivent faire en sorte que ce soit beau. Et les autres communes, on laisse ça comme ça. Non, les espaces verts doivent être prévus dans toutes les communes pour faciliter l'infiltration des eaux vers le sol. Merci beaucoup, Michel-Ange. Ngouta, dites-moi, est-ce que les plans d'aménagement donc urbain, est-ce qu'ils tiennent compte des changements climatiques ou c'est pas forcément quelque chose qui a un rapport, les deux? Bon, dans notre pays, il se pose un sérieux problème d'aménagement de territoire. D'ailleurs, il y a tout un ministère qui tarde encore et je m'invite une motion contre lui pour s'expliquer quel est le plan, la politique de l'aménagement du territoire. On doit savoir aussi concernant l'habitation à Kinshasa ou même la croissance démographique, vous allez vous rendre compte que Kinshasa dans les années 84 avait 2 millions d'habitants. Donc 2 millions dans ces grands espaces ici, vous savez là où comment ça va se retrouver. Aujourd'hui, vous avez des communes à elle seule, vous prenez déjà près de 1 million de population. Donc vous prenez par exemple Mongafula qui envoisine déjà 1 million. Et si vous allez au niveau des Ngalema qui vous prend déjà 600 000, 700 000, et si vous allez dans d'autres côtés, alors il s'est passé vraiment un problème politique dans ces pays concernant l'urbanisation ou l'habitat. D'abord, dans les années 60, les Belges avaient tout calculé. Les Belges avaient tout laissé, les espaces verts, tout ça. Et il n'y avait pas une projection en termes de population. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une maison où il y a 3 personnes, alors si le 10e s'ajoute, il faut déjà trouver des endroits où ils peuvent abriter. Alors sinon, si vous avez les mêmes conditions, comme qui dit toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire ne pensez pas que si vous avez 10 personnes dans une même maison, une chambre comme on le dit, avec salon, ne pensez pas que cela deviendra 3. C'est-à-dire les conditions vont s'ajouter, les besoins s'augmentent, les énergies aussi augmentent, et ainsi de suite. Donc tout le besoin augmente, et l'État, depuis tous ces temps, depuis tout le temps, depuis 1960, 70 et ainsi de suite, l'État était toujours absent sur ces domaines. L'État a loti les gens de manière régulière, et il y en a encore d'autres, tournesol, c'est-à-dire ils se sont arrangés avec parfois les chefs coutumiers, parfois avec les gestionnaires des terres, parfois même avec les géomètres. Moi, je vis même des géomètres qui, lorsqu'il est allé sur terrain pour qu'il a découpé, amorceler parcelle, alors il pouvait aussi conseiller, mais il y a des sous comme sous cop. Bon, même les endroits marécagés sont vendus aujourd'hui à Kinshasa et l'État ferme les yeux. Le problème, c'est parce que nous avons une négligence à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de la population elle-même, que ce soit au niveau des autorités de l'État. Vous allez voir quelqu'un qui vient à Sombi, comme on dit, Lupangu, la place où est a quitté. Et vous lui donnez aussi ce qu'on appelle certificat d'enregistrement. Il y en a d'autres qui sont dans des habitations précaires, mais qui n'ont jamais été délogés. Parce que, papa, tu sais qu'il est allé sur le cambo, va t'aller le cambo, va tiquier. Et maman Denise, t'allais sur le cambo, va t'aller le cambo, va tiquier. Or, ils ne savent pas que toutes les conséquences qui viendront, on va la victime. Et quand papa t'allait sur le cambo, on a déboursé sous 5 fois de l'argent que au temps un peu plus tôt. Donc, on dirait que l'État n'a plus la même mise en fait, même sur les terres, même sur effectivement, l'État n'a pas de contrôle. Okay. L'État n'a pas de contrôle. L'État se focalise sur ce qui l'intéresse. Si je dis l'État, je parle des autorités, sur ce qui les intéresse. Tellement que les problèmes sont devenus aussi colossaux, on n'arrive pas à gérer le problème. Et nous aussi, on n'a pas la culture du travail. Parce que moi, je m'étonne. Je me suis toujours étonné de voir que chaque jour, les gens partent au travail, mais il n'y a pas de résultat sur le terrain. Je pense que par exemple, toi, urbanisme et habitat, vous partez au travail chaque jour, mais aucun résultat sur le terrain. Mais est-ce que vous savez?
c'est qu'ils sont à côté de ce qu'ils devraient faire. Il demande s'ils Est-ce sont qu'ils sont écoutés. écoutés? Non, la question, ce n'est pas être écouté. La question, effectivement, c'est une bonne question aussi. Est-ce qu'ils sont écoutés? Effectivement, ça, c'est les réflexes aussi, ce que j'ai compris des Congolais. Il fait des rapports, des beaux rapports, des jolis rapports, il vous propose. Et tant que vous privilégiez les électeurs, entre guillemets, Bakoloba, et que vous besoin d'une élection, mais vous le mettez en danger. Parce qu'il y a des décideurs. Il y a Zakaka, j'ai parlé de l'organe, il y a observation ici. C'est la même chose avec les Niragongo. C'est la même chose avec toutes les zones Oyo, et ça même érosives. Parce qu'on vous dit, ici, il ne faudrait pas construire. Ça lui peut avoir rapport sur la côté la mikanda sur tout et côté. Mais quelle est la décision réservée à ces rapports? Rien du tout. Alors bon, ok. Alors moi je me vois même, il y en a de ceux-là, à Zumbonga mission, à si bazongi, sali rapport comme d'habitude. Mon cher, on a rapport, on a te. Bacho Tosaka en 2015. Ça, on a ça, là, on va donner. Alors, et les kakaka. Moni. C'est la même chose avec l'électrification de la ville. C'est-à-dire, on aménage une ville avec tous les éléments pour que la ville ait la moins beauté. Moni. Lobby, je suivais Ushuaïa TV, comme on le dit. Et, moi, c'est en Italie. Dans mon ville, moi, on a Venise. Je me dis, Venise, c'est construit sur l'eau. C'est-à-dire, construit sur l'eau. Il y a beaucoup de villes construites sur l'eau. Donc, même au biso, tout le monde a moto, les gars, a pirogue, wana, nini, tout ça, et c'est propre. Mais biso, quand on a fleuve Congo, on a biso un taxi fluvieux, mais vous allez voir des catastrophes. Déjà ici sur Terre, tu as fonctionné. Et sur l'eau, embouteillage sur l'eau. Nous avons vu dans le lac comment les gens meurent. Il y a eu autant de gens que mais ce que vous raconter, ça il passe. Dans le fleuve Congo, il y a combien de c'est-à-dire, nous sommes dans une situation où l'État ne suit pas à la lettre sa population. Il devient beaucoup plus interventionniste. C'est vrai, toujours on a posé ça à Mawana, mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'être sécurisé en amont et en aval. Vous n'allez pas demander à la population alors qu'il y a un Essika au Vandaki. Et il y a l'exode rural que personne aussi y met attention. On dit bon, pourquoi il y a exode rural? Qui m'emboka parce que il y a Kinshasa pour botieli bango plus immeuble, supermarché, tout ce que vous voulez, lumière, il y a le et vous commencez avec un comportement aussi qui n'est pas aussi propre et nationaliste. Insulter Watamboka, comme si Mtamboka c'est une insulte. Alors, les gens maintenant refusent d'être insultés Mutamboka. Ils viennent à Kinshasa, et aujourd'hui 20 millions d'habitants. Merci beaucoup, je me tourne vers Michel-Ange. Avant que l'excellent Michael Chi nous prépare une petite pause musicale histoire de souffler, je me tourne vers Michel-Ange. Est-ce que, par rapport à ce que Moussa dit, est-ce que Kinshasa c'est vraiment fait pour les riches et les pauvres sont maintenant abandonnés à leur triste sort? Parce qu'il y a aussi une chose, c'est que dans certains endroits, on parle d'exode et tout ça, mais il y a des endroits qui sont inhabités encore, de grands espaces de Kinshasa, qui sont inoccupés, inhabités, il y a des endroits qui sont maintenant surchargés. Donc tu penses que dans ce sens-là, les riches profitent et les pauvres sont laissés à leur triste sort? Aujourd'hui, Kinshasa, c'est pour ceux qu'on appelle Kolomboka, les décideurs. C'est eux qui mènent une belle vie. Aujourd'hui, dans toutes ces catastrophes, ils ne sont pas touchés. Ils sont pas touchés, ils sont chez eux, dans leurs appartements très chers, des immeubles à je ne sais pas combien de niveaux. Malheureusement, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Et c'est la population qui vit ces situations. On a fou là, il y a des érosions. Et des catastrophes comme ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Qu'est-ce que l'État attend quoi? Que la catastrophe arrive pour trouver des solutions après. Il y avait le câble à haute tension qui s'était à Matadi Kibala et tout qui a tué des personnes. Quelle solution a été? Ça a été lâché le câble? Comment c'est? Les câbles avaient lâché, ça a tué des centaines de personnes, beaucoup de personnes. Et ils ont décidé d'enlever les marchés là-bas. Les marchés ont été délocalisés, mais pour aller où? Pour aller où? Vous ne construisez pas des marchés. Du coup, après quelques temps, ces mamans reviennent vendre sous des lignes à haute tension. Parce qu'elles ont vous allez délocaliser des gens. Ne construisez pas sur des chemins
sur la voie ferrée, ne construisez pas sur des terrains marécageux, mais vous allez les délocaliser pour les mettre où? Finalement, ils finiront par revenir là, parce que vous êtes en sécurité, dans vos maisons bien construites, dans vos immeubles, dans vos appartements, et nous, on ne sait pas où vivre. On ne sait pas où vivre. Aujourd'hui, la catastrophe arrive partout dans le monde. Mais regardez ce que les autres pays font. En moins d'une semaine, ils construisent des abris, des maisons temporaires, des abris temporaires, avec des matériaux recyclables. Ils trouvent des solutions. C'est instantané, la catastrophe arrive, les solutions sont prises. Mais nous, quand la catastrophe arrive, les solutions sont prises après combien de temps? Est-ce qu'elles sont prises? Est-ce que ce sont des bonnes solutions? Est-ce que ce sont des bonnes solutions? Par exemple, pour les gens qui devaient voyager, qui devaient passer par Djili, ils ont pris la route du fleuve. Et on a vu des vidéos des bateaux qui sont tombés en panne au milieu du fleuve. Donc vous trouvez une solution, mais la solution, elle n'est pas bonne. Tristesse. La solution, elle n'est pas bonne. Leur propre bateau qui tombe en panne, le bateau du gouverneur ou bourgmestre, lui-même son propre bateau tombé en panne au milieu du fleuve. Finalement. Les canaux qui devaient au moins faire un peu la ronde. La ronde, il y a au moins finalement. Pour ceux qui ont la fleuve cassé, les catastrophes. Voilà, et puis on veut nous faire des taxis fluviaux. Moi je ne monte pas, désolé, moi je monte pas. Je ne monte pas en tout cas. Jardin, dis-moi un peu. On connaît dans le monde plusieurs villes qui sont construites sur l'eau. Il y a déjà eu Venise, certaines îles en Italie, il y a même le Danemark qui est même plus connu pour être construit carrément sur... il y a plusieurs îles. Exactement. Comment on s'organise par rapport au courant? Donc par rapport à cela, parce qu'évidemment le courant, l'eau, c'est pas toujours bon ménage. Mais il y a quelqu'un qui nous suit, qui se dit, mais ville les a construits, il courant maï, mais bah, quand même la courant bien. Comment se passe cette organisation-là? Alors je vais prendre l'exemple de la ville de Jakarta, qui était la capitale de l'Indonésie. Bien sûr, actuellement, ce n'est plus le cas parce qu'on cherche à pouvoir trouver une nouvelle capitale pour l'Indonésie. Jakarta, c'est une capitale qui était totalement submergée par l'eau. Bien sûr, il y avait une très grande masse d'eau qui était là. Mais au moins, ils ont pu être alimentés en courant électrique. Alors, il faut savoir que par rapport à cela, même quand une ville a été construite sous l'eau, il faut savoir que le poteau électrique qui alimente les différentes stations, on prend des dispositions parce qu'on sait bien que le courant ne peut pas être en relation avec l'eau. Et qu'est-ce que l'on fait? Il y a souvent ce qu'on appelle, on construit de différentes cabines de stations d'électricité qui sont faits en béton armé. Le béton armé, c'est quoi son rôle principal? Il va pouvoir chercher à pallier sur un élément crucial, ainsi que l'eau soit entrée en coalition avec le courant. Alors, il y a souvent une réglementation qui a été prise par rapport à ce genre de cas-là. C'est quoi comme réglementation? L'État, d'où la ville a été construite sous l'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en place des principes, ou bien je dirais, certaines manières à pouvoir utiliser cette énergie, de manière à ce que l'eau qui est dans les environs ne puisse pas être en corrélation. Mais puisse servir de puissance. Servir de puissance. Et bien surtout que encore, hormis ces dangers-là, que l'eau peut être en relation avec le courant, mais vous verrez que c'est aussi un avantage par rapport à ces villes-là, parce qu'ils vont s'en servir comme source d'énergie électrique. Surtout qu'on sait bien qu'actuellement, même par rapport à la CAP 40, qui se battent par rapport au changement climatique, ils vont pouvoir chercher à ce que cette énergie hydraulique puisse servir à pouvoir générer du courant, pour éviter de pouvoir utiliser ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est-à-dire l'énergie nucléaire, l'énergie du charbon, tout ce qui était fossile un peu là, on va chercher à pouvoir le mettre de côté et passer par rapport à l'énergie renouvelable, tout comme l'énergie hydraulique qui, grâce aux eaux qui sont dans les environs, permettra par de pouvoir alimenter ces villes-là d'une manière très, très facile et très approximative. Il y a l'énergie solaire qui est aussi présente et aussi les énergies éoliennes. Surtout en partie qu'actuellement, ces villes-là utilisent aussi l'énergie éolienne parce qu'actuellement, on peut implanter ces pales-là, qui sont comme des ventilateurs, souvent on peut le vulgariser, comme des ventilateurs. Ils vont pouvoir les imbriquer sous l'eau pour le mettre, parce qu'on sait bien que là où il y a de l'eau, il y a un facteur, le facteur du vent est beaucoup plus... Ils sont trop loin les mecs. Ils sont beaucoup plus près, beaucoup plus approximatifs. C'est-à-dire qu'on a un bon facteur de vent. Et quand il y a beaucoup de vent, automatiquement les pales peuvent tourner à leur capacité maximale, ce qui permettra de pouvoir être alimentés en eau.
On va revenir sur le parallèle entre le plus grand barrage d'Afrique et le fait qu'on n'a pas de courant. On va revenir là-dessus. Ok. Mais Mbouta, dites-moi un peu, comme je disais tout à l'heure à Michel-Ange, il y a beaucoup de zones à Kinshasa qui ne sont pas occupées. Énormément. On le sait, il y a beaucoup de zones qui sont, même quand vous allez vers Terre Jaune et tous ces endroits-là, il y a vraiment des endroits où c'est inoccupé et il y a des endroits maintenant qui sont surpeuplés carrément. Donc je pensais que la faute, elle est à qui encore cette fois-ci? C'est encore l'État, c'est encore les services d'urbanisme qui ne savent pas forcément, donc comment dirais-je, dispatcher par exemple des logements ou dispatcher par exemple certains marchés. Donc ils ne savent pas réaménager certains endroits pour qu'il n'y ait pas de surpeuplation dans certaines communes, dans certains quartiers de Kinshasa. Oui, moi je pense que c'est toujours l'autorité publique parce que c'est elle qui définit comment les zones vont être habitées et comment elles vont être administrées. Vous savez qu'il y a aujourd'hui les conseillers communaux avec le collège exécutif communal et qui sont là juste pour réfléchir sur cette matière-là et au regard aussi de la loi 08/0016 du 7 octobre qui définit au moins le rôle de chaque organe dans une commune. Mais il se pose un problème aussi au niveau national parce que lorsqu'on vient pour solliciter un mandat de public ou de l'État, il faudrait déjà avoir l'idée sur l'aménagement des territoires. Vous voyez, l'aménagement des territoires. Depuis 2000, je crois bien depuis 2013, ou voire même un peu plus tôt que ça, il y a eu ces ministères de l'aménagement du territoire, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas une idée sur un territoire qui est aménagé. Je ne parle pas de cette histoire, de ce projet de 145 territoires, qui est aussi un programme pensé au cours du mandat, ce qui n'était peut-être pas prévu pendant la campagne électorale. Mais je pense que la réponse n'est pas celle-là. La réponse, c'est de prendre en compte tous les espaces que nous avons et considérer la croissance démographique. Vous voyez, c'est cet aspect qui est très important aujourd'hui. En 2050, moi je me souviens en 2010, Joseph Kabila faisait son discours, il dit que non, la RDC aura 100 millions d'habitants en 2050. Alors qu'on n'a même pas atteint 2050, on a plus de 100 millions d'habitants, que tout le monde le professe aujourd'hui. Donc il faudra aussi être prudent là-dessus pour dire qu'à Kinshasa, si je me tiens à ce que Kilimba Limba disait, le commissaire provincial de Kinshasa qui vient de sortir, il disait que la ville de Kinshasa a 20 millions d'habitants. Alors, imaginez 20 millions d'habitants confinés dans un espace qui est moins que... Parce que la commune de Maluku a plus de 7000 km, que le reste des communes qui n'en ont que 2000 km est dispatché à tout. La commune de Barumbu a 4 km, 4,7. Les autres ont de 300 et quelque chose. Donc le partage de ces communes sont vraiment inéquitables. Alors maintenant, vous allez vous rendre compte que dans ces communes qui ne sont pas aussi vastes, elle est beaucoup plus peuplée. Vous allez vous rendre compte, vous dites, écoutez, qu'est-ce que nous on peut faire maintenant? La commune de Barumbu est aujourd'hui surpeuplée. Vous êtes dans une commune où il y a 4,7 km, mais vous avez plus de 300 000 ou 400 000 habitants. Vous voyez que dans ce petit espace-là, les gens sont confinés. Et il y a aussi une mauvaise gouvernance, si on peut dire, la mauvaise gestion. Il y a la mauvaise gestion de tout. Des caniveaux, il n'y en a pas. La canalisation d'eau, il n'y en a pas. Il y a les égouts qui posent déjà problème. Il y a l'éclairage public n'existe pas. Il y a tout n'existe pas. Alors la population, il n'y a pas de marché. Parce que le marché ne tient pas compte aussi de cette croissance démographique. Il faudra que nos politiques, lorsqu'ils font des programmes pour le pays, qu'ils tiennent compte aussi de la démographie et aussi de voir que si les marchés ici avaient pour 50 tables par exemple, aujourd'hui nous sommes 300 000, par exemple c'était 50 tables pour 80 000 personnes ou 70 000, aujourd'hui nous sommes plus de 300 000. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à ce niveau? Il faut soit doubler, ou soit agrandir et il faut aussi chercher où est-ce qu'on peut mettre ces marchés. Parce qu'il y a toujours cette tendance de dire que non, bah maman ba umelaki a totika ba kawana. Mais elles vivent dans quelles conditions il y a marché? Est-ce que ma client va zoya? Parce que lorsque déjà il y a la boue partout, il y a des caniveaux qui ne sont pas là, il y a des immondices un peu partout. Même les activités commerciales ne vont pas... Sont bloquées. Oui, sont bloquées. Parce que regardez l'état du marché central en 2019, 2017, 2016.
c'était vraiment invivable. Alors, lorsque vous construisez, vous aménagez les territoires ou des espaces comme celui-là, il faut tenir compte aussi de ces espaces verts. Il faut tenir compte aussi de l'ère des jeux, parce qu'il faudra que les jeunes aussi, tout le monde aussi puisse se défouler, puisse jouer. Il faudra prévoir aussi les espaces pour les écoles, parce qu'il faudra imaginer que dans une commune, il ne faudra pas que les écoles soient beaucoup plus loin des habitations, et ainsi de suite. Donc il faudra réfléchir vraiment. Il faut ce qu'on appelle aujourd'hui, il faut refonder la nation. Donc dans la refondation de la République, ce n'est pas mettre de côté la population ou les jeter dans les fleuves, non. Il faut maintenant avoir de l'intelligence, de mettre en place des mécanismes structurés ou réfléchis, En commun accord avec la intelligibles. population. Oui, intelligibles parce que la Chine aussi a connu ces problèmes, nous ne sommes pas les seuls. Vous voyez, le Nigeria a connu ces problèmes, nous ne sommes pas. L'Égypte aujourd'hui a connu ces problèmes. Le Japon aussi. Mais exactement, c'est-à-dire, lorsque vous êtes, il faut prendre les exemples des autres. L'Égypte a compris que non, nous sommes plus nombreux, la population elle est vraiment grande par rapport à nous. L'Égypte s'est dit, ok, il faut construire d'autres villes. C'est ce que l'Égypte a fait. Le Nigeria a dit, écoutez, les gosses c'est trop petit et il faut changer Abuja pour mettre les institutions là-bas. Et en attendant, aménager certains territoires. Donc, il faudra déjà aller dans ce sens-là. Réfléchir, c'était aussi avec la Côte d'Ivoire. Il dit, écoutez, Abidjan, il y a trop de problèmes, il faut Yamoussoukro. Donc, il faut revoir aussi la manière dont on peut gérer. On ne peut pas voir seulement Kinshasa n'était pas la première capitale. Il y a Ivivi qu'on appelle Boma. Et aujourd'hui, il y a Kinshasa. Demain, ça peut être un autre endroit. Pourvu qu'on réfléchisse sur comment gérer les humains qui y vivent. N'est-ce pas? Donc, il faudra vraiment voir tous les aspects. La catastrophe d'aujourd'hui, ce n'est qu'une sorte d'indication qui nous prouve à suffisance que nous ne sommes pas encore prêts. Et celle de Matadi-Kibala et des autres endroits où il y a eu des catastrophes aussi, des accidents par-ci par-là. Et à Rompongaba, donc il faudra que l'État mette ce qu'on appelle l'autorité de l'État. L'autorité de l'État, c'est la présence vraiment physique de l'État, pas la présence virtuelle ou fictive de l'État. Il faudra la présence physique de l'État, notamment par ses services. Il faudra qu'il y ait un peu plus de policiers qui, non seulement qui viennent pour déranger les gens qui vendent et ainsi de suite, C'est tout ce qu'ils font. mais pour dissuader ceux qui peuvent retourner là où c'est interdit. Et perturber. Parce que vous n'allez pas dire qu'ici c'est interdit, alors que ça fait 5 ans il n'y a personne. Il y en a de ces endroits-là où on a démoli et il n'y a plus rien qui vient. Alors il faudra... Donc, par exemple, du côté du palais du peuple ici, la cité Beauvant, on a démoli à un certain moment. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Il y a eu retour des gens. Donc, il faudra réfléchir que la présence physique de l'État, c'est aussi une dissuasion pour permettre à ce que même la criminalité puisse baisser, même les usagers, les mauvais usagers de la route. Maintenir l'ordre. Oui, maintenir l'ordre public, les embouteillages, tous ces éléments-là vont changer. Et ça va aussi augmenter la recette de l'État parce que ceux qui vont commettre ces forfaits vont être arrêtés et ils vont payer les amendes et ainsi de suite. Magnifique, merci pour toutes ces précisions. Je me retourne encore une fois vers toi, Michel-Ange. Dans le domaine de l'architecture, j'ai plutôt l'impression qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dominé par des non-congolais que par nous-mêmes. On a l'impression que tous ceux qui construisent, c'est pas forcément nous, mais c'est forcément des gens qui viennent nous imposer que là, il faudrait qu'on construise. Et comme lui, il a bien marchandé avec l'État, donc bon, nous, on est simplement obligé de le suivre. Moi, je te pose encore la question, c'est à qui la faute? C'est à qui la faute? On va revenir sur l'autorité encore une fois. L'autorité, encore une fois. Yeah. On a des universités d'architecture, des diplômés en architecture, en urbanisme, qui ne sont pas pris en compte. L'Ordre national des architectes, c'est quoi son rôle? Aujourd'hui, elle fait quoi? Ce sont ces organisations-là qui sont censées maintenir l'ordre, réglementer toutes ces choses pour que le marché public revienne aux Congolais. Mais aujourd'hui, les étrangers viennent, ils construisent n'importe comment. Ils nous ramènent leur architecture ici. Mais c'est à se demander, ces bâtiments qu'ils construisent, ça profite à qui? Surtout que c'est construit selon leurs normes ou selon les nôtres. Voilà, c'est construit selon leurs normes. Ils nous ramènent leur architecture et ça ne profite pas à la population congolaise. Yeah. Ça ne profite pas du tout à la population congolaise. Parce que tout ce qu'ils construisent, que ce soit Modern Construction, Safricode, toutes ces grandes entreprises de construction, avec leur nouvelle cité,
Tu vas louer un appartement à 4 000 $, 40 000 $. À qui ça profite? On doit construire pour le Congolais, par le Congolais et pour les Congolais. Et d'ailleurs, cette flambée de prix, je n'ai jamais vraiment compris comment est-ce qu'on pourrait m'expliquer ça, que ce soit dans les prix des parcelles ou dans les prix des logements. Je me dis, c'est incroyable. En C'est fait. presque du blanchiment d'argent. Clairement, c'est du plus blanchiment normal. d'argent. À la Et limite, c'est toujours selon les architectes ou c'est plutôt l'État qui l'impose? Comment ça se passe? c'est l'État qui doit réglementer ses prix. Non, la commission aussi, parce que la plupart des gens qui sont au niveau de l'État, c'est-à-dire ceux qui représentent l'État, Ok. ici les gens ne doivent pas être considérés comme visés. Et s'ils sont visés, c'est parce qu'ils détiennent le pouvoir de l'État. Clairement, oui. Alors, lorsque par exemple, il y a un Libanais ou des Indiens, parce que les Indiens sont aussi nombreux dans ces secteurs aussi de l'habitat et de construction de bâtiments, ils construisent selon leur plan, c'est-à-dire c'est comme si le New Delhi qui se trouve ici à Kinshasa. Oui. Alors, ils ne font pas recours à nos institutions, à nos À nos universités, coutumes ou à nos cultures. Oui, ils construisent parce que nous n'avons pas les schémas. Il y a, dans certains pays, ils ont le modèle des villes. C'est-à-dire, ils disent que notre ville sera comme ça. Et lorsque, même si vous êtes, je ne sais pas d'où, nous Vous sommes... prenez en oui, compte le modèle de la donc, ville. oui, Voilà c'est ce qu'on ça un appelle peu. l'intégration. Oui. Ce qu'on appelle l'intégration. Donc, mais ce n'est pas le cas pour les autres. Ils viennent avec leur modèle, ils vous construisent aussi. Et comme nous sommes aussi extravertis, c'est-à-dire un peu complexés pour dire que non, il faut ton modèle chinois, il faut ton modèle japonais, On le laisse coréen, construire, nini. on ne suit Oui, vraiment on pas. fait. C'est ce qui arrive avec notre palais des justices. Le palais des justices Ok. à Gombe, en face de... Je parlais du peuple. Oui. Non, en face du centre financier. Oui. Ah, ok, ok. Là où il y a ok. le ministère de la Justice. Voilà. Le Ok. parquet. On avait un palais des justices construit depuis l'époque belge, avec une architecture tropicale. Notre climat, il est tropical. Oui. Construit selon une architecture tropicale qui respectait les normes. Mais aujourd'hui, l'entreprise Milvest est venue. Un modèle type. Elle a complètement refait le palais des justices. Une rénovation. Il coûtait seulement d'acheter des pots de peinture, engager de la main-d'œuvre, remettre un coup de frais sur le bâtiment. Ça ne coûtait rien. Mhm. Mais ils ont choisi de refaire. Est-ce que c'était une priorité? Je ne pense pas. Ok. De refaire complètement tous les bâtiments, nous ramener une architecture grecque. Le bâtiment il ressemble maintenant à un temple grec, un temple gréco-romain, je ne sais pas. Et l'ONA a signé une pétition, a fait signer une pétition pour interdire la rénovation de ces bâtiments. Ok. L'État, qu'est-ce qu'il a fait? Next. L'État n'a pas tenu compte des interpellations de l'ONA. Mhm. Ces bâtiments ont été complètement changés, son identité a été changée. Donc c'est un manque de respect à notre architecture, À notre culture. à l'architecte qui a construit, à notre histoire. Mhm. Parce que ces palais de justice avaient une histoire. Aujourd'hui, elle est complètement effacée. Aujourd'hui, on va te montrer une photo. On montre à un étranger la photo de notre palais de justice, on lui demande c'est où. Elle va jamais croire que c'est à Kinshasa. On va dire c'est... C'est quoi l'identité de notre ville? L'identité de notre ville, elle est où? On n'a pas d'identité. On n'a pas d'identité. On construit n'importe comment. On construit n'importe... Les Indiens viennent avec leur architecture, les Turcs viennent avec leur architecture, les Chinois viennent avec Sur leur la même architecture. ville. Dans la même ville. Et le grand problème, le tout est que c'est centralisé En dans ville. un coin. c'est une- Le matin, nous tous, on se réveille pour aller en ville. Université, travail, En ville. commerce. En ville. Nous tous, on va en ville. C'est le plus gros problème qui cause les embouteillages, la surpopulation. Tout le monde va en ville le matin. 17h, nous tous, on revient chez nous. Et ça crée des embouteillages énormes. Il n'y a pas de Exactement. route. Il y a autre chose qui me vient en tête. Je viens de lire quelqu'un qui souligne quelque chose de très important. Il dit, quels sont maintenant les bâtiments les plus importants, ou plutôt les bâtiments principaux qu'on doit d'abord laisser ou qui sont les plus primordiales, si on doit dire. Parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, s'il y a des choses qui poussent les plus, c'est non seulement des gratte-ciel, mais les restaurants aussi qui poussent n'importe où et n'importe comment. Donc, yeah. Les investisseurs, quand ils viennent ici, Mhm. quand ils viennent, ils vont construire où il y a plus de demandes, où il y a plus de gens, où les gens vont le plus. Sans tenir en compte Si on les met la carte de la ville et tout ça. voilà, sans tenir en compte. Il n'y a même pas des cartes de la ville. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a, mais ça date de l'époque coloniale. La ville, Elle a changé carrément. Elle a changé. Aujourd'hui, sur Google Maps, il y a des avenues qui n'existent pas là-bas. Ouais, la ville, elle a changé. La ville, elle a vraiment changé. Donc, si on les mettait dans de bonnes conditions, on construisait des routes qui menaient vers la périphérie de la ville, des coins reculés, Mhm. qui pouvaient leur permettre de construire. Parce qu'aujourd'hui, un investisseur qui construit un bâtiment commercial et tout, il est obligé de mettre ça en ville parce qu'il y a des routes. S'il mettait ça dans la périphérie de la ville, comment les gens arrivent chez lui? Il va se charger encore de construire la route, les avenues pour que les gens viennent. Beaucoup trop de dépenses. Voilà, et c'est l'État qui est censé s'occuper de ça.
mettre les investisseurs dans des bonnes conditions. Comme ça, tous les bâtiments qui poussent les gens à aller vers la ville pourraient être construits dans le coin reculé de la ville. Un magasin, à Vandal. Voilà. C'est le Mbao. c'est les Et Mbao. aujourd'hui, la priorité, c'est quoi? Construire une grande route à la gare centrale. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à quoi une grande roue à la gare centrale? Pour que tous les gens, pendant les vacances, Ils reviennent encore. alors aillent encore vers là-bas, ça crée plus d'embouteillages. Je t'assure. Déjà, les 3 communes ici, Lingwala, Gombe, Kinshasa, Barumbu et Limete un tout petit peu, déjà inondent cet espace. Voilà. Alors, c'est des Massina et les autres aussi. On commence encore à monter. Les centres-villes doivent être délocalisés. Donc, On doit construire des nouvelles villes. il faudra désengorger la ville de Kinshasa dans certains... Parce que vous savez, comme on a parlé des plans, urbanistiques, même des routes et des voies secondaires et ainsi de suite, vous allez vous rendre compte que Kinshasa est vraiment dans l'oubliette. Alors que c'est une ville qui devrait prendre... C'est-à-dire... Son envol. Oui, c'est vraiment une ville miroir de notre pays. Mais aujourd'hui, Lubumbashi déjà gagne le pion avec d'autres villes, Goma également. Et si vous allez dans ces villes, vous allez vous rendre compte, on dit, mais pourquoi Lubumbashi ne serait pas la capitale de la RDC? Parce que vous allez, il y a en termes même des comportements, en termes même des usagers aussi, et bien que dans la périphérique aussi, les gens commencent à s'ajouter, parce qu'il y a l'exode rural un peu partout, tout le monde veut être dans les milieux urbains, et parce que c'est dans les milieux urbains où il y a des choses. Je suis allé à Lubumbashi, lorsque vous allez dans les périphériques, dans les territoires de Kasenga et autres, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'égalité entre Congolais. Alors, comment les gens n'ont pas d'électricité? Pas d'égalité, c'est-à-dire? Pas d'égalité, c'est-à-dire que non, ils ne bénéficient pas des mêmes avantages alors qu'ils payent les mêmes impôts. Okay. Donc, c'est-à-dire que lorsque... Par rapport à Kinshasa? Par rapport à d'autres villes, c'est-à-dire moi je parle des grandes villes, par exemple Lubumbashi, Kisangani, Goma, Bukavu et les autres, vous allez vous rendre compte que les milieux ruraux ne bénéficient pas de cette attention des autorités publiques. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vider les villages pour venir dans les villes. Et lorsqu'ils viennent dans les villes aussi sont inondées, non urbanisées, non contrôlées, et ils construisent parce qu'ils vont vivre quelque part. Il y en a de ceux-là, surtout nos amis de l'Équateur. Et lorsqu'ils arrivent dans des rails ici, des Kingaboa et des Barumbu, et quelque part ici à Massina, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entassent dans une petite maison, 10 à 15 personnes sur un même toit, et il y a des énergies qui se dégagent, ils utilisent les mêmes infrastructures sanitaires. D'ailleurs, toilette Pégara Moko avec 15 personnes, il y a des maladies, il y a... Tout ça, l'État est absent. L'État est présent que lorsqu'on lui dit qu'il y a un dégât, une catastrophe, un Kuluna, tout ça. Mais lorsque cela commence à évoluer, on ne pose même pas la question à ceux qui sont venus. Au Utuapi, aux Okenenengenini. Si vous allez dans certaines villes aujourd'hui, dès que vous arrivez à l'aéroport et que vous arrivez dans une commune ou dans un quartier, vous êtes identifié. Et on sait pourquoi vous êtes là, pour combien de temps, et qu'est-ce que vous allez faire, ta source de revenus. Place au Kovanda. Place au Kovanda, Banane Bayambio, toutes ces questions. Il faut être réglementé. Mais il faut réglementer. Yeah. Sinon, on va inviter tout le monde et on n'a pas de la place pour tout le monde. Bien qu'il va le dire que non, nous sommes plus grands pour tout le monde, mais effectivement, on n'a pas de la place pour tout le monde. Et Moutou Kabalobi, 2 personnes. Attention, vous avez 500 narrés. C'est ça pour 2 personnes. Ça pour 2 personnes. Donc, vous n'allez pas dire que non. Ah, yo, que la mouninga m'a hâté. Mais écoutez, non, que l'homme m'a mettre ici. C'est-à-dire, le véhicule est pour 2 en fait. Ah, et lorsqu'il y aura un dégât, à ce moment-là, on va dire non, il faut réglementer cette fois-là. Mais écoutez, nous sommes seulement des sapeurs-pompiers et qui arrivent aussi en grand retard, où on peut être de là. Parce que on dit il faut prévenir que guérir. Lorsqu'on prévoit, on prévoit avec peu de moyens, mais on guérit avec autant de moyens, parfois on ne guérit pas. Donc les morts qui sont partis, on va les guérir comment? Comment on va remplacer les petits-enfants qui sont morts aujourd'hui sous la pluie? Parce que la pluie s'est abattue la nuit. Et la SNEL, peut-être les agents, on peut aller là qui n'a pas mot. Personne ne pouvait imaginer que les autres, des dégâts et ça les éviter. Donc tout ça, c'est l'État qui devrait prendre le devant. Si nous disons l'État,
c'est tous ceux qui représentent l'autorité de l'État à tous les niveaux. Yeah. Que ce soit les chefs de division qui nous attendent, il faudra travailler pour l'État. Les bourgmestres. Les bourgmestres aujourd'hui n'ont pas de moyens. D'abord, il y a une difficulté sur le plan de la loi. Ils sont bloqués. Et de l'autre côté, ils n'ont pas de moyens. Mais à quoi serve le titre de bourgmestre? Alors, maintenant, il revient à l'État de définir tout ça. Parce que nous sommes dans un pays où, effectivement, on comprend, il y a des situations de guerre, il y a des détournements, il y a tout ce que nous savons aujourd'hui. Mais il faudra savoir que la République doit être programmatique. Donc, on doit programmer tout ce que nous pouvons faire. Même lorsqu'on veut être député national, bourgmestre, candidat maire de la ville, ou je ne sais pas, gouverneur ou président ou premier ministre, nous devons savoir en amont déjà ce que vous allez faire de notre ville, de notre pays, avant que vous soyez sur place. Aujourd'hui, il y a des chefs sans projet quand même. Oui, exactement. Ils arrivent. Regardez comment ils sont en train de chercher des postes. Oh non, il faut dans la gouvernement, il faut dans la. Bon, ok. Avec quel. Vous avez quel programme? Ceux qui battent na place wana. Au sala nini. Parti na bino bale koloba nini pour na place wana na défense par exemple. Dans le secteur à défense. Qu'est-ce que votre parti est bale koloba? Oyo ebaki. Na aménagement du territoire, na urbanisme et habitat, na affaires foncières. Tout ça parce qu'il y a des dégâts sur cette question sur l'affaire foncière. Il y a des maisons qu'on vole, il y a des pombas, des gangs, des généraux, ainsi de suite. Tout le monde récupère des parcelles ici. Il y a des magistrats, il y a des agents de l'ANER. Tout celui qui a des petits pouvoirs dans ces pays se croit plus grand que la République. Donc tout ça doit être réglementé et sur l'ensemble des Congolais que nous devons dire non et choisir de bonnes personnes aussi et être beaucoup plus exigeants par rapport au travail que nous bénéficions, notamment les services de l'État. Magnifique, merci beaucoup Mbouta Moses. Jardam, dis-moi, comme ce que Mkelti venait de dire, tu penses aussi que Kinshasa doit vraiment réglementer, par exemple même dans son système de ville ou dans certaines infrastructures, histoire de déplacer carrément dans certains endroits. On pourrait dire, ramenant par exemple vers Ndjili de ce côté-là, on pourrait dire ramenant une autre ville de ce côté-là, ramener d'autres endroits, par exemple luxueux ou d'autres institutions de l'autre côté, histoire vraiment de dynamiser la ville. Quelqu'un sait que non, si j'ai besoin de telle chose, je vais aller en ville, mais si j'ai besoin de telle chose, il faut qu'un Kuna. Donc tu es aussi d'accord avec cela? Le problème avec Kinshasa, c'est que à Kin, on a tout centralisé dans un coin. Malheureusement. La ville est dans un coin. C'est-à-dire que tous les différents bureaux administratifs, tout ce qui est l'administration, tout ce qui est le commercial a été centralisé au même endroit. Or, c'est un défaut. Et c'est un peu de voir un peu d'autres villes qui sont un peu développées, de villes où ils ont pu arriver à pouvoir aménager dans différents territoires, dans différentes zones. Tu as l'impression qu'il y a 2-3 capitales dans un même pays. Exactement. Prenons le cas avec Paris, prenons le cas avec New York, tu verras qu'on est dans la même ville, même capitale, mais on a pu centraliser, on a pu diversifier les différentes... Chaque zone est quand même reconnue pour quelque chose. Voilà, justement, c'est ça. Et donc je pense à Kinshasa aussi, on peut faire pareil, parce que celui qui est à Maluku, il doit se réveiller à 4 heures, il doit se réveiller à 3 heures, voire même il doit chercher à se rassembler, parce qu'il y a un groupe pour éviter ce qu'on appelle Bakolonzela le matin, pour que Baluka au plus tard ta ville. Or, supposons que ça le tous les jours. C'est une grande punition. Évidemment. Alors, ça oblige pour pouvoir aller en ville. Alors, pourquoi pas pouvoir en chercher à décentraliser ville, certaines choses administratives, comme ça, il n'aura pas de pouvoir chercher à se réveiller à 3 heures, il est tranquille, il est chill chez lui de pouvoir se réveiller à l'heure qu'il veut. Il sait qu'à 2-3 pas naturellement, transport je suis arrivé là où je veux. Évidemment. Alors je pense à mon avis que je suis d'accord avec ça, qu'on doit chercher à décentraliser Kopanza, activité qui n'est plus dans d'autres zones. Pourquoi pas Maluku, pourquoi pas Vertel, pourquoi pas un peu reculer là, pour permettre à la population de pouvoir en bénéficier. Merci beaucoup. Michael-Ange, dis-moi, à qui revient donc cette responsabilité? Toujours au service d'urbanisme, aux architectes, ou c'est plus haut, cette décentralisation? Ça commence plus haut. Ça commence toujours plus haut. Ensuite, on a les urbanistes, tout ce qui est organisation urbanistique. Parce que je pense que dans chaque commune, il y en a. On peut se dire que bon, on a communaux, tout tracé, ça la on va en soumettre à l'État. Bon, il y a ce qu'on appelle... C'est quoi l'organisation qui s'en occupe déjà? L'urbanisme et habitat. C'est eux qui sont censés être chargés de ça. Aujourd'hui, il y a des plans. Il y a des plans pour la ville. Il y a des projets pour la ville. Des projets de nouvelles cités, nouvelles villes. Kinshasa, Kitoko, Fachi City. Des projets comme ça. Mais qui sont mis où? Aux oubliettes. Sous le placard, aux oubliettes.
Alors que ce sont des projets à concrétiser. Yeah. Mais aujourd'hui, on vient nous réaliser, j'ai entendu parler des câbles, des taxis qui vont se déplacer Oui. par câbles, les téléphériques. Voilà. Quoi? Trainway. Voilà. Des trains et l'icolo. Oui. Mais il y a ces les kasouté, et l'icolo, bref. Il y a ces Zawane et Koufa, Ok. ça l'icolo. Et mais on va tout wapi. On nous coule là-bas tout le monde. Voilà. Donc on doit vraiment, l'État doit se charger de créer, faire l'expansion de la ville. La ville doit être Quand même répandue, réaménagée. voilà, réaménagée, aller dans les périphéries de la ville. Quand il a dit Maluku, Tsele, Mongafula, Mitendi, à Mitendi, les terrains sont vides. Il y a beaucoup d'espaces vides. Les espaces sont Extrêmement. vides, Érosif. érosifs, mais il y a des solutions pour construire. Oui. Et c'est l'État qui doit s'en occuper. Yeah. Et en collaboration avec les architectes, les urbanistes, et pas que faire des choses comme ça sans mettre Donc on dans dirait le que bain c'est les plus, professionnels du métier. l'État ne réagit pas forcément, c'est je- juste de la Moi, façade. je pense qu'on peut même. Ce pays a des gens intelligents. Le pays a des gens intelligents. Il y a des gens intelligents, des gens qui étudient, qui ont des diplômes pour ça, qui peuvent trouver. Il y a des solutions. Des gens ont des idées, des solutions, mais comment D'ailleurs, on met en place? D'ailleurs, il y a une dame sur X, sur Twitter, donc actuellement X, elle s'appelle, je pense, c'est Madame Harmonie Ntsinga, si je ne m'abuse, Oui. ou Ntsunga, Ntsinga, qui a eu un plan, donc j'ai regardé son plan, mais c'était incroyable. Elle a fait un plan donc d'urbanisme, d'insalubrité, c'était vraiment incroyable. Je me dis pourquoi on ne donne pas la parole à ce genre de personnes. Moi, je pense que ce qui est dans notre pays, ce qui est regrettable dans notre pays, Mhm. c'est qu'on donne la parole à ceux qui n'ont pas la capacité ou de la notoriété ou de la matière. Imaginons on a inversé les choses. Hein. Lorsqu'on invite les gens sur le plateau de télévision, surtout dans les domaines politiques, vous allez voir que non, on invite les gens de Sanzete, Voilà, parlement debout. et des gens qui mettent autant de bruit et qui ne réfléchissent même pas aussi sur l'avenir de son pays, de sa ville, et de lui-même et de sa famille aussi. Malheureusement. Malheureusement, c'est ça le constat. Et pourquoi ceux qui ont de la matière ne viennent pas aussi, c'est aussi la plus grande question, c'est parce qu'ils ne sont pas écoutés. Nous sommes peut-être le seul pays où les intellectuels veulent faire de la politique à tout prix. Pour de Pourquoi? mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ne font pas de la politique, on le mate. Lorsqu'ils ne font pas de politique, ils ne sont pas écoutés. Lorsqu'ils ne font pas de la politique, on dit, bon écoutez, non en cause à la terre avec 5 diplômes que j'ai ici dans le Lanzale, pas petit mot, chance et l'eau, pamba, comme gouverneur, comme ministre, alors il faudrait une peine à quota. Yeah. Voilà. Et il met de côté tous ces diplômes à récupérer entre guillemets Bouzo Bawane à politique et on s'en va Parce comme que ça. c'est très très entraînant. Parce que si on était aussi fort, moi je reviens toujours, je remets toujours la responsabilité à l'État parce que c'est l'État qui devrait organiser les choses dès le départ. On devrait donner plus du tonus. On devrait prendre les résolutions des intellectuels pour les appliquer. Dans tous les domaines, il y en a. Sur le plan médicinal, au niveau des architectes ici, au niveau même de l'art, de la beauté, au niveau culturel, au niveau de la musique, tout ce que nous connaissons, au niveau même de l'urbanisme et habitat, on devrait se ressourcer sur les travaux des intellectuels. Pourquoi? Parce que dans certains pays, vous allez voir par exemple la Tour Eiffel, c'est pas l'État qui a fait, c'était un ingénieur, Ah oui, voilà. d'ailleurs qui n'était pas aussi français, qui y a construit cet édifice. Et il y a aussi ce qu'on appelle le musée du Louvre. Du Louvre, Oui, de Louvre. Vous allez vous rendre compte que ça date de très longtemps et aujourd'hui il y a eu autant d'aménagements et vraiment c'est très méticuleux. Alors ici chez nous, on ne fait pas recours aux intellectuels. On fait recours aux intellectuels pour soutenir peut-être une idée qui, d'une certaine manière, oui, populiste, vous allez vous rendre compte que on vous refuse même d'être intelligent à un certain moment. Donc, si Très vous, fort ce que vous dites. effectivement, on vous refuse d'être intelligent à un certain moment parce que si vous dites quelque chose comme ça, il y a à récupérer, à Tini Banani. J'ai écrit un ouvrage qui n'est pas encore publié, Les journalistes et son information, matière première dangereuse. C'est-à-dire, la matière première la plus dangereuse chez les journalistes, c'est son information. La vérité. Alors, où est-ce qu'il trouve son information? Partout. Alors, il y a des sources
Et les sources qu'on appelle les sources officielles commencent déjà à maquiller de l'information, à donner une forme à l'information. Et si vous prenez une information dans son état brut et que vous la traitez, vous diffusez cette information et que ça ne coïncide pas avec, entre guillemets, la vérité politique, ça pose problème. Moi, j'ai suivi Constant Moutamba, laissez-moi le dire, avec la journaliste Odia. Totalement catastrophique. Écoutez, odieux. vous dites que non, Tellement odieux. alors, donc, vous refusez à une journaliste de poser ces questions et vous dites que non, donc, yo posanaï. Et vous savez, lorsque déjà quelqu'un vous lui mettez déjà dans les bas des accusés, alors déjà le débat n'a plus sa raison d'être. Exactement. Parce que vous mettez la personne dans une position de se défendre et ça embrouille les médias, donc le spectacle des médias. Donc tout ça, on doit vraiment être conséquent de ce que nous faisons. Le populisme n'avance jamais la République et seulement la rationalité peut faire quelque chose dans ces pays. Merci beaucoup Mbouta, c'était tellement odieux cette vidéo. Bon, on va terminer rapidement, on est déjà à la fin. Je vais donner le mot donc à Djerdam et donc Michel-Ange pour vos mots de la fin rapidement avant qu'on termine. Un mot fort pour la nation, des salutations, c'est à vous de voir. Bon, mon mot de la fin s'adresse au gouvernement. Yeah. En architecture, il y a ce qu'on appelle l'architecture participative. Donc, dans la conception d'un plan, l'architecte n'est pas seul. Il y a tous les corps du métier construction qui interviennent, la population qui intervient. Et en urbanisme, c'est pareil, l'urbanisme participatif. On fait intervenir plusieurs corps des métiers. Et pour moi, dans le gouvernement, dans la gouvernance, ça doit être pareil. Il doit faire une gouvernance participative, faire participer la population. Pas prendre des décisions selon eux au sommet de la chaise, mais faire participer toute la population. Et nous, jeunes, on doit montrer qu'est-ce qu'on a à donner à ces pays. On doit prouver qu'on a des choses à donner, des choses à offrir à ces pays pour un avenir meilleur. Voilà. Merci beaucoup Michel-Ange. Djerdam, à toi. Alors moi, je m'adresserai particulièrement au gouvernement également, mais aussi à la population congolaise tout entière. À savoir que la population congolaise aussi a sa part, une très grande partie à jouer par rapport à ce qui est arrivé. Surtout que, bien sûr, le gouvernement a une très grande part à pouvoir gérer sur ce qui est arrivé, mais la population aussi a aussi sa part. Ça part de responsabilité. Comment ça? Parce que, figurez-vous qu'actuellement, le Congolais, sur ce qui est arrivé actuellement au Pont-Gély, hormis ces phénomènes-là, mais on peut aussi se laisser ce qui est comme insalubrité au niveau de ça. Vous allez voir que le Congolais, il n'a pas en tout cas cette notion-là de pouvoir chercher à mettre un peu de propre soi. Surtout qu'on peut voir dans plusieurs foyers congolaises, déjà chez soi, pas à l'extérieur, chez soi, dans sa propre foyer, il n'y a pas de propriété. Problème avec la propriété. On se rappelle à l'époque de Musée que il y avait ce qu'on appelait le salongo, je ne sais pas comment on appelait ça, il y avait chaque week-end. D'ailleurs, il y avait des policiers qui passaient dans chaque parcelle, il y avait c'est une politique qui a été perdue. Voilà. Chaque personne pouvait passer, pouvoir chercher à voir qu'est-ce qui a été fait comme propriété dans la parcelle, dans la maison. Est-ce qu'il y a de la propriété au niveau de la famille, tout ça. On veille sur tous ces éléments-là, sur tous ces points-là. Mais aujourd'hui, ça a été mis de côté. Surtout qu'il y a encore le sachet plastique, il y a des bouteilles en plastique qui viennent tous mettre en place. Les Congolais, ils peuvent prendre son jus, ils vont les jeter par terre. Et plus tard, quand ça va se regrouper, il y aura l'eau qui cherche l'endroit toujours au passé, à venir tout ramasser, venir le mettre dans un côté. Bien sûr, je dois revenir par rapport au gouvernement. Il y a aussi ce qu'on appelle le côté sensibilisation. Il n'y a pas assez de la sensibilisation au niveau de l'État. Surtout que aussi, je me rappelle une fois, disons 2015-2016, il y avait ce qu'on avait fait à l'époque. On avait placé dans des endroits spécifiques de poubelles, de poubelles publiques. Bien sûr, il y en a, mais plus en très grande quantité. Et il y a parfois il y en a, mais pour payer ces gens-là, ça devient compliqué. Après, il y a tous ces facteurs qui viennent s'entasser. Surtout qu'aussi il y avait le problème de pouvoir chercher à s'en débarrasser. Vous allez voir que le poubelle devenait tellement plein au point que la voie publique était devenue un état de terrible. Et donc, s'en débarrasser, c'était un problème. Et donc, l'État devait prendre des mesures sur cela, je pense. Et donc, chacun a sa mesure à jouer sur ça. Merci beaucoup, Djerdam. Nous sommes à la fin, les amis. J'étais avec donc Michael, j'étais avec
Jardam, j'étais aussi avec l'habitué d'Okombuta Moses. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons discuté sur Kinshasa, capitale engloutie. Évidemment, je recommande donc le respect dans chacun d'entre nous, dans chacun dans son domaine, politicien, donc urbaniste et aussi journaliste. Cette vidéo, plutôt cette interview a été totalement catastrophique. En tant que journaliste, évidemment, je condamne totalement cela. C'est pas parce que vous êtes ministre, c'est pas parce que vous êtes donc quelconque autorité que ça vous octroie donc le permis donc de manquer du respect donc à une consoeur. C'est vraiment une vidéo qui était totalement désagréable. Je salue donc une dame que j'apprécie énormément, Madame Ciara donc Wabilinda, une journaliste aussi qui dénonce. Hein, c'est pas parce que vous êtes journaliste que vous devez faire neutre, hein, aux apparentés. Il faut y aller à fois quand il faut dénoncer. Évidemment, il faut dénoncer l'injustice parce qu'on aime tous le Congo et on se bat tous pour le Congo. Évidemment, une salutation donc à chacun d'entre vous qui continue de nous suivre. Une salutation aussi donc à Madame donc Harmonie Tsinga avec son magnifique plan. Madame, je vous fais un appel du pied en direct. Venez dans notre émission, on va discuter sur cela. Le Congo a besoin de connaître votre plan, le Congo a besoin de connaître cela. Mettez encore plus de lumière sur cela. Je pense qu'un jour, on finira par vous donner la parole. Merci donc à chacun d'entre vous qui nous avez suivis. Évidemment, on se retrouve mardi prochain, les amis, et n'oubliez jamais l'avenir. C'est aujourd'hui. Et oui, joyeux anniversaire à Martine aussi. Et joyeux anniversaire à toute personne donc, qui fête son anniversaire. Encore une fois, évidemment, on ne va pas clôturer comme ça, on va revenir. N'oubliez jamais l'avenir. C'est aujourd'hui. À très bientôt. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.